Bonjour à vous. Alors, je vais vous parler de quelque chose de spécifique. J'aimerais que vous sortiez des 8,9 millions d'habitants que nous sommes en Suisse. J'aimerais que vous sortiez des 2,8 milliards d'habitants, en ayant intégré la Chine, qui ont la chance de vivre avec une qualité de vie complètement différente. Et j'aimerais que vous pensiez aussi aux 5 milliards d'êtres humains qui, si demain, ceux-ci souhaitant avoir notre qualité de vie, vont tout simplement consommer 10 fois plus d'énergie que ce que nous, on n'a jamais consommé. Donc ça, c'est cette première étape que j'aimerais discuter avec vous. Et un deuxième propos que je vous donne, la République démocratique du Congo a, l'année passée, conclu un accord de 500 millions de dollars pour la protection de sa forêt tropicale. Ils viennent de mettre aux enchères l'ouverture de 27 puits de pétrole et 3 puits de gaz qui représentent, grâce à la hausse du pétrole, un potentiel de 640 milliards de dollars. Et la ministre de l'Environnement de déclarer: que devons-nous faire? Explorer nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou les contempler et laisser nos enfants et nos petits-enfants mourir de faim parce que nous devons protéger la planète? Donc oui, on vient de passer 2 jours absolument intéressants, avec des technologies toutes différentes les unes de les autres, qui ont des valeurs, mais on a ce défi à répondre aujourd'hui. Donc c'est une vision à 360 degrés que j'aimerais vous donner. J'aime bien dire time to act, time to impact, act to impact. Et bravo InnoClimat pour ça. Alors par rapport à ça, en contexte économique, notre système aujourd'hui est fondamentalement posé sur l'entreprise. L'entreprise accueille tous les genres, quels qu'ils soient, toutes les origines, toutes les convictions religieuses ou autres. L'entreprise permet à notre société d'évoluer, de se développer. Par rapport à ceci, l'actif est un producteur-consommateur qui génère une fiscalité pour l'État sous toutes les formes, qu'on parle d'impôts ou de taxes. Le retraité est, pour certains, encore un producteur, mais est un consommateur qui génère des taxes pour l'État. L'État n'est qu'un consommateur. Le rôle de l'État, il doit nous permettre à l'entreprise de pouvoir nous développer et de permettre une installation, une croissance, une recherche et un environnement dans lequel on peut se développer. Il y aura un débat l'année prochaine que pourrait faire l'État pour améliorer ceci sur différents aspects. Par rapport à ça, là vous avez un chiffre, c'est la croissance de la population mondiale. J'ai choisi une référence de moins 10 000 ans, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. C'est une réalité. 1820, 1740, on découvre l'énergie du charbon, première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, et on a une explosion. Par rapport à ça, lié à ça, nous avons la croissance du PIB. Cette fameuse croissance, cette richesse que nous devons créer, qui aujourd'hui est concentrée sur une certaine quantité de population dans le monde, et pas les 5 milliards dont je vous parle. Mais je vous mets juste en parallèle la croissance des émissions de carbone. Corrélation totale. Donc on peut faire qu'on veut, on y est dans la démarche. Par rapport à ceci, je vous montre une photo en bas à droite où j'ai été, c'est le bidonville de Kiberia à Nairobi. 1 million d'habitants quand j'y ai été, croissance annuelle, la population de Lausanne. À 17h, quand j'ai vu les gens rentrer de la ville en costard-cravate, rentrer dans leur bidonville où il y avait 3 toilettes, 3 douches pour 1500 habitants, répartis sur 6 pour les 1 million, c'est là qu'on a un problème. Il faut savoir que les bidonvilles ont passé de 720 millions à 980 millions à cause du Covid. Donc c'est absolument colossal. On parle de la France, l'Italie et l'Allemagne qui sont partis dans des bidonvilles. Est-ce que ça représente en termes d'impact environnement? Et en fait, on n'est plus dans un moment, on est dans un mouvement. Et là, merci InnoClimat parce qu'on est dans ce mouvement et bravo à toutes les startups. On a eu un rapport de l'ONU en 1987 qui a défini qu'est-ce que le développement durable. Qu'est-ce que le développement? Le développement durable, c'est pouvoir profiter, si je résume, des biens que nous pouvons chacun avoir dans notre vie sans prétériter le droit aux générations futures de disposer des mêmes capacités, des mêmes biens. Par rapport à ça, évoluer vers une économie durable, on a eu une évolution intéressante, c'est qu'en bas, pour ce fameux rapport de 87 disait on doit se concentrer sur l'environnement, sur les aspects sociaux et sur l'économie. Et ce qui est intéressant, 8 ans plus tard, on a un pacte mondial qui se met en place et qui dit on doit se concentrer sur l'environnement, sur le social et la gouvernance. On élude un peu l'économie. C'est un débat dans lequel on pourra revenir. On met la gouvernance qui est une forme d'approche sociale quand on regarde. Et ce que je voulais dire là, c'est qu'en quelques années, on reverra dans un diagramme plus loin,
toute la finance est devenue ESG. Il y a une analyse il y a quelques mois sur les fonds de placement dans le monde qui ont été labellisés, quelle que soit la forme du label, dits ESG, donc qui ont un impact social et de gouvernance. Eh bien, il s'avère que 96% des sociétés cotées dans le monde sont toutes dans des fonds dits ESG. C'est extraordinaire, en 3 ans, on est devenu responsable. Et ça, c'est une problématique. J'essaie toujours de répondre à la question imposée. Autre aspect, les objectifs de développement durable, intéressant, on en a entendu parler avant, et ça c'est important, mais les objectifs de développement durable sont un agenda pour 2030 d'objectifs à réaliser. Il y en a dit impossible, égalité homme-femme. Je laisse imaginer tant que chez les chrétiens que chez les musulmans, les extrémismes, comment la femme est respectée, si encore elle existe et est considérée, et des tas d'autres éléments comme ça. Mais au moins, l'avantage de l'agenda nous donne une carte routière vers laquelle on peut aller et 169 objectifs ciblés qui découlent des 17 engagements que l'on peut prendre. Là aussi, on donne beaucoup de rapports, de statistiques, qu'est-ce qu'on est. Mais en fait, la problématique, elle est là. Le poids des images, on en parle, on en a parlé ces 2 jours. Le stock, il est là. Le stock, il est fini, il est là, il est terminé. Et par rapport à ça, on doit répondre des contraintes. On a eu ce matin, intéressant, l'approche des limites planétaires. Alors oui, on nous concentre depuis quelques années sur le carbone. Certes, oui, essentiel le carbone. Je vais y revenir sur un document intéressant. Enfin, intéressant, j'espère pour vous, hein. Ça c'est vrai. Ces fameuses limites planétaires, c'est la première tout en haut, l'impact climatique du carbone. Mais il y a des impacts collatéraux. On a l'affectation des sols, on a la problématique des eaux, on a les intrants, les gaz que l'on envoie dans l'atmosphère, et tout ceci ont des impacts collatéraux. Et il y en a un que j'aime bien dire, c'est que le carbone, regardez au bord des autoroutes en Suisse comme les arbres poussent, c'est absolument magnifique, c'est une nourriture le carbone. Sauf qu'on a rasé depuis 1990 170 millions d'hectares de forêt. Nous coupons chaque année 15 milliards d'arbres. Alors la Chine a un fabuleux programme de reboisement, ils vont planter 40 millions d'arbres par année. Fabuleux, on en coupe 15 milliards en même temps. Donc on a une problématique. Donc en concentrant sur le carbone, on concentre sur certains points qui sont un peu critiques. Parlons carbone. Comment allons-nous remplacer 5 524 milliards de litres de pétrole? Comment allons-nous remplacer 8 133 milliards de kilos de charbon? Et comment allons-nous remplacer 4 001 millions de gaz du jour au lendemain? Donc tous les propos de décroissance où qu'on entend il faut stopper, où on se colle les mains à des tableaux sur les routes et autres, il faut stopper ça, comment vous le faites? Après, dans l'ESG, on devait calculer comment on est socialement, habituellement responsable ou quel est le carbone qu'on émet. Des fonds de placement, là je vous mets un fonds qu'on a nous, enfin la coopérative que l'on a, One Création. On a une société comme Saint-Gobain, 37% d'émissions de carbone du portefeuille qu'on a. Bien, alors on veut être propre, on va enlever Saint-Gobain, puis on va dire, voyez, on a réduit notre carbone de 37%. C'est une partie de l'ESG que l'on peut faire, de dire, voilà, on s'est amélioré. On enlève une société, on produit moins de carbone, mais si on enlève Saint-Gobain, si on enlève Air Liquide, et industries qui font 60% du carbone, on arrête l'économie mondiale. Donc ça, c'est une problématique. Donc par rapport à ça, notre réflexion, c'est de dire comment, de la compréhension de chacune des limites planétaires, qu'est-ce qu'elle peut représenter comme opportunité de développement. On a eu de très belles sociétés là, et ça faisait plaisir de les découvrir pour certaines. Si on réussit à régler les limites planétaires, on va descendre vers les objectifs de développement durable et on deviendra gentiment ESG. Mais dans la mesure où on comprend les limites planétaires, nous avons une économie fondée aujourd'hui uniquement sur toute production, transformation, génère des déchets. Ces déchets, en fait, c'est une erreur, ce sont des matières premières. Et c'est là qu'on doit rentrer dans tout ce qui est l'aspect de l'économie circulaire. On parlait d'écologie industrielle, j'ai eu la chance de faire une conférence avec Søren Erkman il y a quelques années, c'est la première conférence de l'écologie industrielle. C'est-à-dire que si on met plusieurs sociétés ensemble sur les chutes de production qu'elles ont, on a un stock de matières premières qui devient excellent. Tant à la fin de vie d'un objet aussi. Donc on doit reconstruire une économie qui ne soit plus un objet qui sera brûlé ou détruit à la fin, mais qui doit être réintégré dans le cycle économique. Par rapport à ça, il faut juste savoir, une petite note, 3 millions, on a le CO2 de 3 millions d'années en arrière. Maintenant, juste un petit tableau, les éléments premiers. Quand on parle de l'air, quand on parle de la problématique du carbone, je vous l'ai mis là. Le carbone dans l'atmosphère, c'est moins de 0,1%. Moins de 0,1%, on a multiplié par 4,4. Là est le problème. On pense, il y en a qui m'ont dit c'est 20, 30, 40%. Non, c'est moins de 0,1. Quand vous mangez un pépin de pomme, vous avalez du cyanure. Ça ne vous gêne pas. Mais si je vous mets 4 fois la valeur du cyanure dans un verre d'eau, vous ne le buvez plus, votre verre d'eau. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'atmosphère. Non pas parce qu'on émet du carbone, mais parce qu'on détruit celui qui le consomme. J'y reviens.
Et là, je vous donne une image, c'est le prochain rapport du GIEC qui va être publié, le dernier. Vous avez sur 10 000 ans, entre les deux lignes jaunes, la planète a vécu depuis la dernière petite glaciation et sa disparition, une période absolument exceptionnelle qui a créé les conditions cadres pour qu'une vie se développe aussi biodiversifiée qu'on l'a aujourd'hui. Regardez tout à droite, on a explosé ceci. Nous avons 2300 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, on en injecte 35 par année. Même si on arrive au zéro en 2050, on en a injecté 1000 gigatonnes de plus. Alors par là, ça me pose une question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Qui est responsable? On cherche des responsabilités du paysan agriculteur, de l'État qui accorde des exploitations de mines de pétrole, d'exploitation de pétrole, de celui qui construit les usines, de celui qui construit les pipelines, celui qui vend les pipelines, celui qui vend le pétrole, celui qui transforme, etc. Et tout en haut à droite, la finance. La finance qui est là, et en bas, les sociétés du tertiaire qu'on n'arrête pas de créer pour contrôler. Si on contrôle, si on s'assure bien que ce qu'on a contrôlé est bien contrôlé et juste. Parce qu'on est en train de créer une machine incroyable de contrôle et de suspicion pour savoir où on va. Et tout ceci consomme des énergies. Par rapport à ça, eh bien, j'aimerais vous donner un point. Qui connaît le projet Drawdown? Qui a déjà entendu parler du Drawdown? Merci. 2, c'est normal. 1, c'est ma collègue. Le Drawdown, vous voyez, c'est quelque chose qui nous donne un résultat. C'est un écologiste américain qui a réuni 60 chercheurs, ingénieurs, scientifiques, qui a dit on va voir comment est-ce qu'on peut retirer 1000 gigatonnes, Drawdown. Non plus être zéro, mais retirer 1000 gigatonnes. Et quand je parle de zéro, j'ai fait beaucoup de confiance sur le climat. À Katowice, il était admis, je vous le dis aujourd'hui, on se voit dans 8 ans, que nous sommes à plus 3 degrés en 2030. D'ailleurs, regardez, on ne parle plus de 1,5 degré en 2100, on vous parle de 2 degrés en 2100 déjà. On nous y prépare. Katowice, on était à 3. Je crois que j'étais le seul journaliste indépendant à avoir écrit un article sur cet aspect des 3. Et bien, Drawdown nous dit comment est-ce qu'on peut retirer 1000 gigatonnes. Oui, il y a les technologies qu'on avait aujourd'hui. Mais je vous en donne un. Éducation, planning familial. On peut retirer 11% de ces 1000 gigatonnes. Affectation des sols, on peut en retirer 18%. La nourriture, on peut retirer 32%. L'énergie, 27% seulement. On nous concentre sur les voitures qui peuvent retirer 4,5% de gigatonnes. On nous concentre sur le Smart City qui peut retirer 5,4 gigatonnes. Si je prends le Smart City et les économies, ça fait 10%. Si je rajoute l'énergie, la quote-part d'énergie, on a 25%. Affectation des sols, nourriture, 48%. On pourrait en reparler une fois. Je dois avancer. Par rapport à ça, dans la finance, qu'est-ce qu'on cherche? Tout à gauche, on cherche un rendement financier uniquement. On va avoir des intérêts limités ou l'absence d'ESG ou de ces approches-là. Si on veut être responsable, on va atténuer les risques ESG. Alors, je suis sarcastique quand je dis je sors mon titre de mon portefeuille, j'ai atténué mon risque ESG. Être durable, c'est fixer des objectifs ESG où est-ce qu'on peut aller. Et après, il y a 4 valeurs d'impact. C'est ce qu'on parle, on parle de l'impact. On peut répondre à des critères jusqu'à la philanthropie qui peut aider à changer les choses. Alors parlons finance. Je vous donne les chiffres. Dette mondiale consolidée, 226 000 milliards de dollars. PIB mondial, 100 000 milliards de dollars cette année. Fortune immobilière, 217 000 milliards, 70% prêt hypothécaire. Valeur de l'or, on parle de l'or, c'est juste 11 000 milliards. C'est pas mal. Actifs sous gestion dans les banques suisses, 8 700 milliards, alors que c'est le premier pays à gérer un tiers de la fortune mondiale. Les 22 plus grands fonds de pension dans le monde, 52 500 milliards. Tiens, on a des valeurs intéressantes dans l'institutionnel. On parle des 1000 milliards suisses. Là, on parle des 20 plus grands, 52 000 milliards. Pour mémoire, la dette des États-Unis complète, carte de crédit et autres, 98 000 milliards, le PIB. Donc la dette, on oublie. On est en faillite. Tous les États sont en faillite. La dette de l'État américain lui-même, 31 000 milliards. J'étais à New York en 86. J'avais une photo 42e rue pour ceux qui connaissent. On était à 8 000 milliards. On est à 31. Donc insolvable, nous sommes dans une faillite acquise des États, mais ce sont des États. Parlons développement durable. Jusqu'en 2016, c'était la croissance des fonds dits durables. Et puis 2017, fabuleux, une croissance explosive. Combien de PME, de start-up que vous êtes là se battent pour trouver des fonds? Là, on a un problème. Vous vous battez et on est en train de nous dire qu'il y a eu une explosion de 1200 milliards en 5 ans dans le développement durable. Là, on a un problème. Hein? On ne les a pas vus. Exact. Par rapport à ça, économie réelle, économie de la finance, je reviens sur les actifs sous gestion dans les banques suisses. Bien. Je reviens sur les 22 plus grands fonds de pension. Je reviens sur le PIB mondial. La capitalisation boursière mondiale. Et maintenant, je vais vous montrer la finance. Produits dérivés financiers. 710 000 milliards. Seulement 15 à 20% maximum ont un lien direct avec l'économie réelle. Tout
le reste ne sont que des produits financiers sans aucun impact sur l'économie réelle. Et ça, c'est un problème. Et c'est de défiscaliser vos startups, nos startups, je dis nos. On se bat. Nous, on n'est pas des gestionnaires de fortune, on est des entrepreneurs investisseurs. On se bat et dès qu'on a un premier bénéfice, suivant comment on vient nous taper. On n'a rien qui est fait pour aller de l'avant. On vous défiscalise 600 000 milliards de dollars d'investissements qui n'ont aucun lien sur l'économie réelle. Yes, ils créent de l'emploi dans le tertiaire en partie. Donc les secteurs économiques, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les énergies renouvelables, mais on a toute l'efficacité énergétique. Bertrand le disait hier, si nous réduisons notre consommation, si nous allons vers l'efficacité, et j'adore quand il parle du moteur à explosion, parce que c'est vrai que si le moteur à explosion avait fait le progrès qu'a fait l'informatique, aujourd'hui on aurait des voitures qui consommeraient presque plus rien. On a aussi tout ce qui est la mobilité durable, on a la gestion des déchets, la gestion de l'eau, on a les nouvelles technologies, on a aussi une agriculture durable. Ce sont des secteurs donc on a. Est-ce qu'aujourd'hui demande la nouvelle génération, les investisseurs, c'est d'avoir une approche rendement-risque dans ce que vous faites, mais c'est d'avoir de l'impact. L'impact, là, on vous met dans notre coopérative où on est. On a différentes sociétés à Ventron, 260 000 tonnes de CO2 évitées. Une autre société, Ponzio Solar, 66 tonnes de CO2 évitées en 3 ans. TRS, Tire Recycling Solution. Vous savez quelle est la première pollution des eaux suisses? Les 7 mm de vos pneus. C'est en train de tapisser tous les fonds de nos eaux, de nos lacs, des rivières et autres. Et ça, c'est un gros problème. On ne se pose jamais la question, on change nos pneus 2 fois par année, suivant comment. Eh bien, cette usine, cette société vient d'ouvrir. Le problème, c'est qu'une société comme ça, on a 7 à 8% de marge. On vient d'ouvrir une usine en Turquie, ça va être une monstre usine, 50 millions d'investissements, 7 à 8% de marge. Vous arrivez avec un produit New Technology, Science, Life Science ou autre, c'est des 40-50%. Donc voilà l'impact que l'on a. Donc la finance... est-elle climato-compatible? La réponse vous appartient. À court terme, l'est-elle? À long terme, l'est-elle? Je vous laisse le choix de la réponse. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Alors, si je me réfère à ton intervention, là, on vient de parler ici de climato-compatible. La finance est dans les balbutiements d'une adéquation justement climato-compatible, ce qui fait que, si je me réfère un petit peu aussi à ta thèse, dont j'ai donné le titre, que le greenwashing est un mal nécessaire puisque tu dis que c'est structurel. Est-ce que c'est vraiment le cas? Totalement. Oui, j'ai énormément critiqué le greenwashing et j'ai dû faire un article de... Je vais aller dire d'excuses. Allez, j'assume le terme d'excuses. Oui, on est rentré dans un greenwashing parce qu'il ne faut pas faire lieu. Quand je vous marque, c'est 710 000 milliards, puis quand on vous dit c'est ESG, c'est responsable, c'est durable, c'est complètement fou pour moi. Mais par contre, en fait, ce greenwashing a amené, avec les années Greta et Covid, un débat, une réflexion qui conduit à ce qu'on se pose vraiment les questions et que maintenant on met en place les démarches. La finance aussi met en place des démarches pour aller de l'avant, d'accord? Mais voilà, donc ce greenwashing, il est structurel parce que les établissements financiers n'ont plus le choix, parce que la rue en passe, parce que la rue change, mais les entreprises, vous qui êtes là, alors on avait Gaznat avant et d'autres entreprises, vous êtes déjà des acteurs. Pour moi, ce n'est pas le politique qui va faire le changement, ce sont les entreprises. Après, le problème, c'est qu'on a les actionnaires et on a les fonds de pension. Les fonds de pension, j'ose le dire, je l'assume. En dehors de la salle, on doit faire du durable. Autour de la table, maximum de pognon. On a des rentes à payer, on ne veut pas de hausse de cotisation, même si on vit 7 ans de plus qu'il y a 30 ans en arrière. Donc ça, on a un petit problème d'adéquation aussi à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un du public aurait peut-être une question à poser? Monsieur? Il y a un micro qui va vous... Oui, bien. Mais c'est bon, on en a un autre, là, c'est bon. C'est bon, d'accord, merci. Voilà. Ma question est, est-ce que vous pensez que l'internalisation des coûts pourrait résoudre une partie des problèmes? Alors, par exemple, si je vois les coûts en termes de le voyage en avion, quelles sont les émissions CO2, ils devraient être inclus dans le prix de l'avion. Et ça, on pourrait faire dans beaucoup de parties des économies. Est-ce que ça pourrait aider la transformation? Il est vrai que dans tout ce que l'on produit, dans tout ce que l'on fait, on n'a pas le coût du CO2. D'accord? Donc, est-ce que les gens en auront conscience ou pas? Alors, quand on voit comme les vols en avion ont repris, comme les réservations de vacances ont repris, malheureusement, j'en doute techniquement. J'en doute.
Et ça, c'est un problème. Mais il est indispensable aujourd'hui, je parlais rendement risque, impact, il est indispensable qu'on puisse calculer l'impact carbone que l'on a. Pour moi, c'est personnel comme avis, hein, je n'engage pas les autres. Oui, c'est important d'avoir ce coût-là. Et au-delà de ça, ce coût-là, il faudrait le facturer, oui. Faudrait le facturer. Mais l'argent qu'on récolte, ce n'est pas le sac à 2,50 francs qu'on paye. Cet argent qu'on le récolte, il faudrait le réaffecter au financement des startups que vous êtes, au financement des nouvelles technologies, au financement de reforestation ou de préservation. On doit restaurer, reconstruire, rénover et transformer l'économie. Et cet argent récupéré sur ces coûts-là ne devrait pas être affecté à des bénéfices ou des couvertures de budget d'État déficitaires de nos États. Encore une question, et puis ensuite on va passer aux prochains intervenants. Comment? Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai juste une question, en fait. C'est qu'il y a un système économique qui permet tout ça. Vous avez parlé de vue holistique. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que ce qui nous a conduit à ça, c'est que depuis 1973, on a changé notre système économique, puis on vit, merci Milton Friedman, puis les États-Unis sur un système monétariste qui ne peut plus fonctionner. Puis on l'a vu encore au niveau de la Banque centrale de la Suisse, c'est les jours qui passent. Donc c'est ce système-là au niveau économique qui fait que de toute façon, il a créé ce système-là, comme vous le disiez tout à fait justement, on voit la masse de finances, et puis on voit aussi sur le PIB tout ce qu'il y a de virtuel au jour d'aujourd'hui. On a du PIB qui est complètement virtuel dans la plupart des pays. Système économique, oui, on l'a créé ce système. Comme je dis, on devrait transformer l'économie où il n'y a plus de déchets, mais on a des matières premières transformées et qui voyagent et qui reviennent. La Chine est en train de nous prendre les terres rares, enfin les terres difficiles à exploiter, d'accord. Ils sont en train de nous les transférer dans les batteries. Alors soit on crée les entreprises qui transforment ces batteries, ou on les laisse repartir en Chine dans leurs usines de transformation. Mais maintenant, au-delà de ça, je finirai juste en point, je prends 10 secondes. Il y a une impossibilité crasse à réussir notre projet aujourd'hui. Ce sont les accords de libre-échange. Pourquoi? 93 000 navires dans le monde représentent 90% du commerce mondial. 20 de ces navires représentent en NOx et en SOx l'intégralité de la pollution atmosphérique de l'ensemble du parc automobile mondial. On est en train de construire 3 000 navires. Les accords de libre-échange, le dernier en Europe, c'est quoi? Nous devons importer 40 000 tonnes de bœufs en Europe pour pouvoir exporter des machines. Et le dernier problème, nous avons une Afrique dont la surface représente la surface de pays qui occupent aujourd'hui 4 milliards d'habitants. L'Afrique est en train d'exploser. Soit nous continuons la colonisation commerciale d'exploitation de leurs matières premières en voulant importer chez nous et qui maintiennent leurs fermiers et autres pour acheter de l'agriculture, soit nous décidons d'investir chez eux et d'être un acteur direct, de leur donner une chance de vivre chez eux, de se développer chez eux et de ne pas se ramasser non plus 60 millions d'immigration, mais on parle de 500 millions. Et récemment, avec l'Université à Chicago, on parle d'1 milliard de migration climatique potentielle et économique. Voilà le problème. C'est en tout. Mais, comme j'ai dit, on a construit un monde contre nature, on doit le rénover, le restaurer, le reconstruire et le transformer. L'humanité n'a jamais eu autant de chance. Et même à zéro croissance population mondiale, la croissance économique est monstrueuse. Merci beaucoup, Olivier, que l'on peut applaudir encore pour cette présentation et ces compléments d'information.